Bonsoir à tous, on va commencer Au cœur des forêts de Christian Signol. Abatiste, né en 2010. Ce dont on te prive, c'est de vent, de pluie, de neige, de soleil, de montagne, de fleuves et de forêts. Les vraies richesses de l'homme. Jean Jonio, Les vraies richesses. Première partie. Chapitre 1. Je n'avais pas 5 ans le jour où j'ai entendu pour la première fois mon père parler aux arbres. Ce devait être la fin de l'été, quand la forêt se couvre de ses couleurs les plus chaudes, de l'or au brun, de la rouille au vermillon, qui sont ses ordinaires parures d'avant l'hiver. L'orage arrivait et les grands feuillus se balançaient et gémissant, comme pour appeler l'homme à leur secours. Leur houle formidable me déportait sur le chemin, qui sinuait entre les fougères, me poussant aux épaules, me projetant d'un côté et de l'autre, comme sous la poigne terrible de l'ogre aux bottes de 7 lieues. Je sentais sa présence dans mon dos, et j'avançais de toutes les forces de mes petites jambes en me demandant si je n'allais pas être emporté loin des miens pour toujours. La nuit tombait, traînée par des nuages au ventre d'ardoise, mais au lieu de se hâter vers notre maison, mon père s'était arrêté sous le couvert d'un être gigantesque. Il avait pris ma main et avait dit « N'aie pas peur, Bastien, l'orage ne passera pas par ici, mais un peu plus haut. Écoute. » Je m'étais sentie submergée par un bruit de houle énorme, un grand remuement de branches et de feuilles, et malgré moi, j'avais inséré les jambes de mon père entre mes bras d'enfant. Puis j'avais écouté cette voix que je n'avais jamais entendue, plus haute, plus grave que celle dont mon père usait d'ordinaire, et qui m'avait autant effrayée que les rafales folles du vent. Mais non, ce n'est pas pour vous, disait-elle. Vous savez bien que le couloir passe plus loin, à plus de 3 kilomètres, que le vent ne descendra pas ici. Vous ne risquez rien, vous ne vous inquiétez pas. Mon père avait caressé d'une main mes cheveux, de l'autre le fût quasiment lisse du hêtre qui oscillait du fait de sa ramure malmenée par les bourrasques. C'est moi qui commande, avait repris la voix. Personne ne vous touchera tant que je ne l'aurai pas décidé. Vous pouvez dormir tranquille. Tout en m'apprenant le langage des arbres, mon père me donnait aussi ma première leçon. En forêt, en cas de tempête, il ne faut pas courir sous peine d'être heurté par une branche cassée, mais il faut au contraire s'abriter tout contre le plus gros fût que l'on trouve à portée et ne pas bouger. Si une branche se brise, ce sera à coup sûr l'une des plus hautes, et l'on sera protégé par celle d'en bas. Combien de temps avait duré cette attente sous le hêtre? Plus d'1 heure sans doute. 1 heure de tempête, de colère, dont je me demandais à quel monstre mystérieux elle obéissait, et si mon père serait assez fort pour lui résister. L'orage était passé tout près, mais n'avait pas éclaté sur nos têtes, comme il l'avait prévu. Nous étions rentrés avec la nuit dans la grande maison de feuilles en pierre de taille, mais peu avant d'arriver, mon père s'était arrêté en lisière d'un bois et avait murmuré « Écoute, il rêve. » De quoi? Avais-je demandé. Patience, quand tu seras grand. Nous étions repartis, mon père sans hâte excessive, moi pressé d'aller me blottir entre les murs de granit, où jusqu'alors j'avais vécu près de ma mère et de ma sœur, sans me soucier des arbres dont nous vivions, depuis que mon père avait été pris de cette folle passion. Acheter des parcelles de forêt, planter des pins et des épicéas sur les maigres terres à bruyère, qui nous procuraient de quoi vivre, mais sans le moindre profit d'argent. Au contraire de mon père, un colosse d'une force incroyable, ma mère était fine, fragile, craintive, brune, les yeux verts, et je ne savais pas, à ce moment-là, que cette fragilité lui venait essentiellement de la précarité de la vie qu'elle avait menée près de ses parents, petits propriétaires sans cesse menacés par une mauvaise moisson de seigle ou une insuffisante récolte de châtaignes. Cette crainte, cette faiblesse, dans un milieu aussi hostile, elle l'avait transmise à sa fille Justine, ma sœur, qui lui ressemblait trait pour trait, jusque dans les soupirs et les signes de croix esquissés à la moindre menace. Comment mon père, cet homme si fort, si rude, avait-il pu rencontrer le regard de cette jeune fille, dont la position sociale, le caractère et l'effacement auraient dû le séparer irrémédiablement? Je ne l'ai jamais su. On ne parlait pas de ces choses-là à cette époque, mais probablement les fréquentes veillées entre gens solidaires pour des raisons de survie avaient-elles permis une rencontre qui n'aurait pas été possible ailleurs. Elle savait que les mots qu'elle lâchait chaque matin exaspéraient son époux, mais ma mère ne pouvait pas s'empêcher de les prononcer. Surtout,
Faites attention aux arbres quand ils tombent. Il ne répondait même plus tellement il était évident pour lui que les accidents ne pouvaient pas le concerner. Et cependant, ils étaient nombreux, ces accidents, et provoquaient de graves conséquences dans les familles où l'homme ne pouvait plus travailler. Car le travail dans la forêt est d'une grande violence. Il faut de la force, de la puissance, peut-être même de la folie. Les chocs sont effrayants, les chutes imprévisibles, les dangers permanents. C'était une bataille de géants. Mais mon père était un géant. Il se croyait indestructible, et tout le monde autour de lui avait fini par le croire aussi. Moi le premier qui vivais dans l'adoration de cet homme, qui m'enseignait les secrets d'un monde où pénétraient seulement ceux qui étaient capables de le comprendre, de l'apprivoiser. Chapitre 2. Bien des années plus tard, fidèle comme un arbre à la terre qui m'a vu naître, j'ai été incapable d'aller voir ailleurs ce qui vivent les hommes. Car je sais, moi, que ce ne sont pas les hommes qui comptent, mais le monde. Celui des montagnes, du ciel et des forêts, un monde qui pourrait très bien se passer d'eux. Je sais aussi qu'il a existé avant les hommes, le monde, et il est bien probable qu'il finira sans eux. Je ne crois pas qu'il faille s'en désoler. Ils lui ont fait assez de tort. C'est peut-être pour cette raison qu'il se venge parfois, comme lors de cette tempête de 1999 qui a jeté par terre des milliers de feuillus et de résineux, fruit d'une grande patience anéantie en quelques heures d'une nuit devenue, hélas, mémorable. C'est ce à quoi je pensais ce matin de mai 2001, en observant par la fenêtre de mon bureau les deux grands cèdres qui encadrent l'entrée de ma propriété, au milieu du parc au sein duquel trône un chêne séculaire. Je n'ai pu éviter un mouvement d'agacement quand Solange, qui s'occupe de mes repas et du ménage, est apparue dans l'encadrement de la porte restée ouverte, me tirant brusquement de mes réflexions, en demandant « Je peux m'en aller ?»« Mais oui. Si elle arrive, je me débrouillerai. Tout est sur la gazinière, prête à réchauffer. » Oui, oui, merci. Elle avait paru hésiter. Attendu encore un instant, puis elle était sortie par la terrasse, et je l'avais suivie un moment des yeux jusqu'au chemin qui monte vers la route départementale, située 100 mètres plus haut. Je m'étais alors demandé quel âge avait Solange au juste. Elle était plus jeune que Louise, d'au moins 5 années. C'était une femme forte, aux cheveux blancs, rassemblés en chignon, aux traits ronds, aimables, mais qui avait toujours vécu en marge du village. Les gens se méfiaient un peu d'elle, du fait qu'elle avait quelques pouvoirs, et notamment qu'elle enlevait le feu. Elle avait été belle, s'était mariée avec un homme qui était mort pendant la débâcle en mai 1940, et elle avait une fille qui vivait à Clermont-Ferrand, mais qui ne revenait jamais. J'avais compris que Solange aurait accepté de venir vivre avec moi après la mort de Louise, ma femme, mais je m'y étais refusée. C'eût été trahir celle qui avait partagé ma vie. Une conviction incompréhensible aujourd'hui à tous ceux qui se séparent pour un oui ou pour un non, même dans les campagnes, mais avec laquelle je n'ai jamais songé à transiger. C'est ainsi. La fidélité au-delà de la mort témoigne à mes yeux de la droiture et de la force. Celle des arbres comme celle des hommes, elles seules peuvent défier ce temps qui nous conduit vers une disparition inacceptable, une défaite que l'on ne peut tolérer sans se trahir soi-même. Nier une existence que pour ma part j'ai bâtie sans jamais plier, ni face aux hommes, ni face aux années, comme dans un mutuel défi. Après la mort de Louise, 12 ans auparavant, j'étais restée seule dans l'immense maison semblable à l'un de ces manoirs construits au XIXe siècle par de riches propriétaires qui, après le long combat des héritages successifs, avaient été contraints de vendre, morcelant ainsi leur domaine. Aristide Fromenteil, mon père, s'était alors emparé des parcelles que lui seul était capable d'exploiter avec son équipe de forestiers italiens, des hommes bruns à la peau tannée, insensibles au froid et à la chaleur que rien ne rebutait. Ni le danger, ni le maniement éreintant des scies et des haches avec lesquelles on travaillait alors. Mon père avait compris le premier qu'il fallait planter des épicéas, que l'on pourrait couper à 60 ans et non pas à plus de 100 ans comme les chênes. Il avait patiemment réalisé cette entreprise, m'emmenant avec lui dès que j'avais eu 6 ans, m'apprenant tout du mystère des chênes, des sapins, des hêtres, des charmes, des bouleaux, des douglas, des mélèzes, des pins sylvestres, tout ce qui pousse sur ces hautes terres à 900 mètres d'altitude, un pays de vent et de neige où il faut être fort pour survivre. Bien des années plus tard, j'avais compris et accepté que ma fille Jeanne ne soit jamais revenue, que Louise ait
aies-tu envie de la voir à Paris, où Jeanne s'était mariée après de brillantes études et qu'elle s'y soit rendue plusieurs fois. Mais moi, je n'ai jamais voulu quitter de mon plein gré ce haut pays, pas même à l'occasion de la naissance de Charlotte, ma petite fille, dont je ne me souvenais plus exactement de l'âge. 26 ans, 27 ans. Et ce matin-là, derrière la fenêtre de mon bureau, je repensais à la lettre reçue 2 jours auparavant, quelques mots seulement qui disaient Paris, le 13 mai 2001. Bastien, je viens de vivre une grande épreuve. J'ai besoin de me reposer. Peux-tu m'accueillir quelque temps? Charlotte. Sans me l'avouer, j'en avais été remuée tout l'après-midi. Ma petite fille? Une grande épreuve? Et moi, si loin, incapable de la protéger comme je l'aurais toujours fait pour les miens au temps où ils vivaient près de moi. Mais que faire? Avec tous ces arbres par terre depuis la tempête, tout ce travail devant moi, tous ces géants renversés, ces monstres gisant dans un inextricable fouillis où l'on ne pouvait pas pénétrer? Comment accueillir quelqu'un, fût-ce ma petite fille, occupée que j'étais à longueur de journée dans les coupes submergées depuis plus d'1 an par le débardage et de tous ces arbres abattus, ces fûts trop nombreux dont personne ne voulait, et qu'il fallait pourtant acheminer au bord des routes pour pouvoir un jour replanter. J'avais quand même téléphoné. J'étais tombée sur un répondeur et j'avais prononcé seulement les mots qu'il fallait, des mots dont j'avais toujours été économe, à l'image des hommes de ce pays. Viens quand tu veux. Depuis, malgré moi, j'attendais en me demandant à quoi pouvait ressembler cette petite que je n'avais pas revue depuis la mort de Louise, sa grand-mère. Je ne me souviens pas très bien d'elle, et d'ailleurs elle devait avoir beaucoup changé. Comme Jeanne, ma fille, qui avait manifestement le désir de s'enfuir de ce plateau à 18 ans, étrangère et rebelle à ces forêts si rudes, si inhospitalières, aux peaux tendres, aux êtres fragiles et aux douceurs d'âme. Je n'en voulais pas davantage à ma petite fille de n'être jamais revenue, de mener loin d'ici la même vie que sa mère. Au cœur des forêts de Christian Signol. L'austérité n'est pas de mise pour une certaine jeunesse, pas davantage la solitude et l'absence de mouvement. Il faut que le corps et le cœur s'embrassent, tourbillonnent, découvrent ce qu'ils croient être la vraie vie et qui n'en est peut-être que son reflet le moins fidèle. Mais je sais bien qu'il ne faut pas raisonner comme ça. Le dépit est le pire des châtiments. Et même si je le regrette, je sais que la vie désormais s'invente ailleurs, dans les villes et non plus dans les campagnes, et si je renonce pas, malgré mon âge, c'est parce que la forêt est tout simplement nécessaire à la mienne. Je n'ai jamais donné de conseils à personne, je n'en veux à personne, mais je n'aurais pas supporté que l'on vienne modifier le cours d'une existence que j'ai voulu ainsi, et dont j'étais heureux infiniment, au temps où l'on croit que le monde est né pour nous, et qu'il existe seulement pour embellir tout ce que nous approchons. Chapitre 3. Oui, heureux, vraiment, entre une mère et une sœur qui m'entouraient d'une affection jamais démentie, près d'un père qui représentait la force et la sécurité et qui savait si bien parler aux arbres. Écoute, m'avait-il dit le jour où il m'avait estimé capable de comprendre. Il rêve d'atteindre le ciel. Il ne pense qu'à ça. Il se plaigne de ne pas y arriver. Comment aurais-je pu demeurer insensible à tant de mystères, de secrets, d'ombres errantes? Car elle était habitée, mon enfance, peuplée d'êtres de légende, mais aussi familiers, à l'abri de la neige de l'hiver, dans l'odeur du pain du seigle et des crêpes de blé noir. Et protégée par des cheminées immenses, des murs épais, une solidarité que l'isolement rendait indispensable et qui allait de soi. Surtout lorsque le mur de neige atteignait plus d'1 mètre et qu'il fallait ouvrir un passage jusqu'au hameau des Servières, paralysant le plateau pour des semaines, mais sans que jamais ne naisse la moindre crainte de ne pouvoir survivre. J'avais découvert l'école à seulement 6 ans. Située dans le village d'Aiglemont, elle était distante de 5 kilomètres du hameau, mais c'était un enchantement que de traverser les landes de bruyère, les bosquets et les bois où chaque branche était une caresse. Déjà, j'observais les arbres dont parlait si gravement mon père. Je les identifiais, les reconnaissais, me les appropriais comme un trésor dont l'existence m'avait heureusement pourvu. Contrairement à ce que l'on peut croire, le plateau, au début des années 30, n'était pas aussi boisé qu'il est devenu. On y trouvait quelques feuillus, chênes, hêtres, châtaigniers, charmes, bouleaux, mais peu de résineux. Quand mon père avait compris que les résineux poussaient beaucoup plus vite que les chênes ou les hêtres et avait planté les premiers épicéas, on l'avait pris pour un fou,
d'autant que l'on ne plante jamais pour soi, mais pour ses enfants et encore pas toujours. Il faut 150 ans pour qu'un chêne arrive à maturité, un peu moins pour un être. Aujourd'hui, on coupe un Douglas à 50 ans, un épicéa à 60, parfois moins quand il pousse en terrain favorable. Les premières tentatives de plantation avaient eu lieu au début du siècle pour compenser l'absence de main-d'œuvre due à l'hécatombe de la guerre. C'était le seul moyen que l'on avait trouvé pour mettre en valeur des terres désertées ou que les survivants avaient abandonnées pour retrouver le monde qu'ils avaient découvert entre deux convois en direction du front. Ces tentatives avaient surtout concerné les pins sylvestres destinés au boisage des mines et aux poteaux de la fée électricité. Quelques épicéas aussi, qui servaient de sapins de Noël dans les villes lointaines. Mon père ne se contentait pas de les planter, de les soigner. Il employait également 8 forestiers pour les couper et les acheminer au bord des routes. Ces hommes fréquentaient peu notre maison, car ils allaient directement des coupes à leur demeure perdue sur le plateau, portant sur l'épaule leurs cognets, leurs scies et leurs maigres viatiques du midi. Il fallait de l'autorité pour régner sur ces hommes-là, mais elle était naturelle chez mon père, aussi bien que la force et la volonté. Il était né en 1900, s'était marié à 25 ans avec Clarisse, ma mère, et leur premier enfant, Justine, était née en 1928. Elle avait donc 2 ans de plus que moi. Cette sœur adorable dont la disparition à 23 ans allait tellement peser sur notre existence. Pendant bien des années, je ne me suis jamais souvenu de cette présence, enfant, sans que mon cœur ne s'affole aussi douloureusement qu'à l'époque où elle a disparu. Je revoyais ses yeux noirs, les boucles brunes qui s'échappaient de son fichu, ce sourire que j'ai cherché partout plus tard, mais vainement. Justine ressemblait à notre mère, mais avec plus de force dans le regard, une sorte de défi qui l'a menée vers un redoutable destin dont je ne sais rien encore aujourd'hui et qui porte le sceau de l'incroyable mystère de nos vies. Pendant toute mon enfance, en fait, je n'ai jamais soupçonné que le malheur existait. Pour moi, les arbres étaient les silhouettes tutélaires qui veillaient sur les miens, à l'image de ce père qui ne pliait jamais sous la tempête. Leurs gesticulations, leurs soupirs, leurs murmures témoignaient seulement d'une présence fidèle et chaleureuse. Au contraire, pour ma sœur Justine, ils personnifiaient les êtres étranges dont les légendes étaient contées dans les veillées au sein desquelles elle se recroquevillait dans l'ombre, attentive seulement à ne pas attirer leur attention sur elle, tremblante, terrifiée. « J'ai vu Cavalier Noir !» me disait-elle en roulant des yeux horrifiés. « Il est suivi d'un lévrier de la même couleur !» Et comme stupéfiée, je ne savais que répondre. Elle ajoutait: « Il m'a poursuivi du côté des Essarts, près du grand chêne foudroyé. Oh, si tu savais comme j'ai eu peur !» D'autres fois, elle se disait familière de l'enchanteur Mogis, le cousin de Renaud, l'un des 4 fils du roi Aymon, celui qui avait pourchassé Charlemagne jusque dans nos forêts. « Il m'a parlé, » disait Justine. « De quoi donc ?»« C'est un secret. » Selon elle, derrière chaque arbre se tenait une silhouette venue du fond des âges et dont il était à l'abri, le refuge, la demeure. Aussi, dès le premier jour où je l'ai accompagnée sur le chemin de l'école, je me suis fait un devoir de la rassurer, de lui montrer combien il n'était pas hostile mais caressant, protecteur, et qu'elle n'avait rien à redouter d'eux. Il faut croire que je ne suis pas parvenue, puisqu'elle n'a eu de cesse, l'âge venu, de partir de ces hautes terres que hantaient trop d'ombre et de mystère. Chapitre 4. Trop impatient et intrigué par l'arrivée si inattendue de ma petite fille, je n'ai cessé de tourner en rond dans mon bureau ce matin de mai 2001 en me demandant si elle arriverait pour le repas de midi. Le message reçu la veille sur mon téléphone n'était pas suffisamment précis et je n'avais su répondre à Solange qui m'avait demandé s'il fallait prévoir un seul ou 2 couverts. D'ordinaire, je mangeais dans la forêt à midi, emportant mon repas avec moi, que je faisais réchauffer sur un petit réchaud à gaz, à l'arrière du Range Rover qui accusait plus de 300 000 kilomètres, mais dont je ne me décidais pas à me séparer. Je n'aime pas être dépendant des actes ou des décisions des autres, quels qu'ils soient, surtout depuis que je vis seule, et je reconnaissais dans l'imprécision de Charlotte la manière de se comporter des gens de la ville qui, selon moi, ne manifestent plus le moindre respect envers leurs semblables. Mais la petite avait certainement des excuses. C'est du moins ce que je m'efforçais de penser en guettant derrière la fenêtre la voiture qui, peut-être, allait apparaître dans l'allée de grands cèdres plantés dans les années 50 et qui avait résisté à la tempête du fait qu'ils étaient abrités par le coteau au-dessus duquel passait la route.
J'étais aussi en colère contre moi-même ce matin-là, car je m'étais aperçue la veille que les épicéas qui étaient par terre avaient contaminé ceux qui restaient debout. L'ips. Ips typographus, insecte coléoptère clavicorne. L'ips, cet insecte qui pouvait les faire mourir en 15 jours, s'était développé dans les Volis. J'avais également vérifié que les Douglas arrachés résistaient mieux que les épicéas qui, eux, s'étaient cassés, effrités, hachés et pourrissaient beaucoup plus vite. Or, cela, je l'avais compris lors de la tempête de 1982, et pourtant j'avais replanté des épicéas, en moindre quantité que les Douglas, certes, mais suffisamment pour assister aujourd'hui à cette désolation dont je me sentais responsable. Que fallait-il faire? Les laisser pourrir? Revenir à la terre pendant des années ou les évacuer en sachant que de toute façon je ne les vendrais pas? Heureusement que je n'ai jamais considéré les parcelles de forêt que je possède comme une source sûre de revenus. Je n'ai jamais voulu en être dépendant. C'est pour cette raison que j'ai développé l'entreprise de débardage créée par mon père et que je n'ai pas hésité à acheter 2 mastodontes du Canada. Ces timberjacks qui dévorent les arbres en quelques secondes, les ébranchent et les coupent à la dimension souhaitée. Le problème, c'était que, plus d'un an après la tempête, on avait encore du mal à s'approcher des parcelles frappées et que les hommes devaient ouvrir la piste avec les tronçonneuses comme dans les années 60. Le problème aussi était que je ne pouvais refuser d'intervenir dans les forêts domaniales ou les propriétés privées qui m'appelaient à leur secours alors que mes propres plantations avaient souffert autant que les autres. C'était pour moi une question d'honnêteté. Je ne pouvais pas abandonner les propriétaires qui me faisaient vivre en temps normal, et de surcroît je devais penser aux 15 forestiers que j'employais, non plus étrangers comme les Italiens et les Espagnols du début, mais des jeunes Français tous issus de l'école forestière et passionnés par les arbres comme je l'avais été depuis cette lumineuse enfance, qui de plus en plus souvent ressurgissait en moi, que je me trouve ou non en forêt. Dans ces jours bénis émerge souvent le souvenir d'un hiver où la neige est montée jusqu'au-dessus des fenêtres de la maison. Un matin, quand mon père a voulu ouvrir les volets, il n'a pas pu y parvenir. Ce fut un hiver exceptionnel qui dura 5 mois et qui resta longtemps présent dans la mémoire des gens du plateau. Une fois les volets ouverts, le formidable éclat de la neige qui rejoignait le ciel au-dessus des bois ensevelis s'est incrusté dans mes yeux pour toujours. C'est la seule fois où nous n'avons pu nous rendre à Aiglemont pour la messe de minuit à Noël. Il ne fut pas question de se risquer le long des 5 kilomètres qui séparaient le hameau du village. D'ordinaire, on se groupait pour partir avec les gens de Servières, on passait entre les grands arbres sur lesquels veillaient des étoiles dures comme du silex, si proches que je rêvais de les décrocher de la main. Là-bas, dans l'église illuminée de ses lustres et des ors du retable, je me glissais près de la crèche et prenais la main de Justine. Elle ne tremblait plus. Il n'y avait là plus aucune menace, et les arbres dehors secrètement dormaient. Je mêlais ma voix à celle de ma sœur et de ma mère, me désolais de voir la messe se terminer si vite, levais la tête vers le lustre qui resplendissait au-dessus du chœur, gardais les yeux ouverts pour m'éblouir de cette lumière magique, rêvais de dormir là, de ne plus bouger. Mais il fallait repartir. Le choc de nos pieds sur la terre gelée semblait réveiller les arbres, qui s'ébrouaient brusquement, se délestaient d'un peu de neige et se penchaient vers nous. Alors, leurs mains froides passaient dans notre dos, mais je savais que c'était seulement pour nous aider à marcher plus vite, à regagner rapidement l'abri d'où nous étions imprudemment sortis. Au retour, un réveillon de beignets et de gaufres réunissait les familles qui se groupaient pour l'occasion, mais il ne durait pas longtemps. Il était tard. Il faisait froid malgré la grosse bûche choisie depuis des mois, qui se consumait dans la cheminée. Il fallait vite aller dormir, car le Père Noël n'aurait pu déposer devant la cheminée le seul présent qu'il déposa jamais pour ma sœur et pour moi. Un petit sabot en chocolat avec un Jésus en sucre blanc à l'intérieur. Je le découvrais le lendemain matin, n'osant pas le manger. Je le conservais précieusement avant de m'y décider, puis je partais au hameau frapper à la porte des maisons, où l'on recevait une orange, un gâteau ou un bonbon, dérisoire présent qui me paraissait de magnifiques trésors. Chapitre 5. Les nuits dans la forêt lourde de neige, sous le miroir du ciel criblé d'étoiles scintillantes, sont restées pour moi l'un des sortilèges de ce temps et de ces lieux.
Je repars seule en pensée, souvent pour revivre ces heures où tout pouvait arriver. Il n'aurait pas été étonnant que surgissent quelques bêtes en l'an 1000 ou des hommes venus du fond des âges pour nous rencontrer, nous rappeler ce que nous avions oublié, quelques essentiels secrets trop profondément enfouis. Il n'aurait pas été davantage surprenant d'arriver dans la clairière d'un autre monde où attendaient tous ceux qui nous avaient quittés, embellis par on ne sait quelle jeunesse nouvelle, la magique beauté d'un univers tout neuf. Au cœur des forêts de Christian Signol. Ces chemins-là, je les retrouve sans peine, car ils sont à jamais inscrits en moi, un peu comme l'itinéraire des oiseaux de passage qui n'oublient jamais leur chemin, pour gagner les contrées protégées qui les sauveront. Très tôt, mon père m'avait fait lever la tête vers eux en novembre. À la rencontre de ces grands vols de grues cendrées qui traversaient le plateau en s'appelant pour ne pas se perdre et nous laisser différents en disparaissant à l'horizon dans le miracle d'un espace infini. Non, parce que je ne sais pas comment m'y prendre. De même, les bêtes sauvages aperçues dans un éclair au travers d'une piste, les cerfs et les sangliers, les chevreuils ou les lièvres témoignaient d'une autre présence moins secrète mais non moins attirante. Merci, c'est gentil. Ce monde-là est loin. Aujourd'hui, de grands oiseaux passent encore au-dessus des forêts. Non, parce que après je me fais signaler. Mais rien n'est plus comme avant, et je me défends de le regretter, car le progrès nous a apporté beaucoup. On ne travaille plus avec la hache et la scie, avec la tronçonneuse ou le palan, mais avec ces timberjacks capables de débrancher les arbres en 30 secondes, alors qu'il fallait 1 heure auparavant. À leur arrivée, au milieu des années 80, je détestais ces rafales de chocs secs, nerveux, très violents, cette insensibilité de menthe religieuse qui exprimait à mes yeux une puissance disproportionnée, injuste, déloyale, du fer par rapport au bois. Elle me paraissait sacrilège. On ne pouvait pas traiter ainsi des arbres plantés, soignés, aimés depuis de longues années, les abandonner à un sort injuste et cruel. Merci, c'est gentil. Et puis j'ai compris que m'adapter était ma seule chance de survie. Merci toi aussi, bonne soirée Cole. Bonne lecture. La main-d'œuvre avait disparu. Les jeunes de l'école forestière avaient appris à travailler avec les ordinateurs, ceux-là même qui, dans la cabine de Timberjack, comptabilisèrent les mètres cubes et définissent la longueur des grumes. Ce n'a pas été sans appréhension à l'époque que j'ai signé le chèque pour acquérir le premier de ces monstres modernes. Mais je n'avais pas le choix, car la tempête de novembre 1982 avait laissé les forestiers désemparés, incapables de faire face à tous ces arbres abattus, et pas davantage au demeurant d'imaginer celle qui allait suivre 17 ans plus tard à la fin du mois de décembre 1999. Les monstres, en somme, avaient changé d'apparence. Ils étaient devenus de métal, leur âme s'était envolée, leur secret aussi. Et je me suis habituée à tout, sans en souffrir vraiment, car je dispose d'une mémoire fabuleuse, implacable qui, dès que j'en ressens le besoin, me restitue tout ce que je désire et dans l'instant où je le souhaite. Par exemple, les bruits anciens, celui des cogners dans le lointain qui résonnait d'écho en écho, comme porté par le silence qu'il brisait, ou celui de l'arbre qui s'abattait, fracassait ses voisins, mourant dans une longue plainte d'où il n'était pas possible de ne pas ressentir un reproche, celui du souple grincement du tronc incliné par le vent, celui de la tronçonneuse, enfin, qui avait traîtreusement remplacé la hache et aboli une certaine qualité de l'air, jusqu'au parfum de la résine, jusqu'à l'odeur même du bois, pendant des années. D'autres sons, d'autres parfums les ont remplacés. L'odeur délicieusement acidulée des grandis notamment, ces sapins de Vancouver plantés dans les années 80 avec les Douglas, les épicéas d'Amérique, dont les aiguilles et les branches sont si rudes qu'elles blessent si vous n'y prenez pas garde. Ces essences nouvelles venues de loin pour remplacer les feuillus, ont bouleversé la forêt, mais en même temps, elles l'ont rajeunie. Les grumes rosées de Douglas dégagent plus de parfum que les pins sylvestres. Le bois plus blanc des épicéas rappelle celui des bouleaux et des charmes. Rien n'a changé, et tout est différent. À mon âge, j'ai appris à m'accommoder de tout, même de l'absence de ceux qui m'ont accompagnée toute ma vie. La souffrance de leur disparition ne s'est pas estompée. Elle est si présente, en fait, que je l'oublie,
si ce n'est la nuit, quand je me retrouve plus dans la forêt, que les ombres familières rôdent et me parlent d'une voix si nette, si claire, si totalement semblable à celles qui se sont tues, que je tends la main pour saisir celle de l'être qui a disparu sans que je l'aie jamais acceptée. Car il est bien inacceptable, intolérable de laisser partir ce que l'on aime avant soi, et je me refuse farouchement à ce que je désirerais comme une faiblesse de ma part, que je considérerais comme une faiblesse de ma part, une soumission ou un ordre qui mérite seulement d'être combattu et auquel il ne faut jamais consentir. C'est alors que je me lève pour écrire. Le plus souvent au cœur de la nuit, pour refaire le chemin qui m'a mené vers eux, tenter de me faire pardonner de ne les avoir pas déjà rejoints, retisser le lien essentiel avec ceux qui ont été le miel de ma vie et l'ont quitté pour aller Dieu sait où, mais laissant seul sur un quai peuplé d'arbres, les seuls à me parler désormais d'un temps où j'ai été heureux, peut-être plus qu'aucun homme, nulle part ne l'a jamais été. Chapitre 6. Quand l'éclair a jailli enfin d'entre les cèdres, j'ai compris qu'il s'agissait d'une voiture, car ces armes ne jettent jamais ce genre d'éclat métallique, étranger à leurs aiguilles d'un vert sombre et plutôt mat. J'ai attendu quelques secondes, le temps d'en être sûr, puis je suis sortie de mon bureau et je me suis arrêtée sur la terrasse. Bonsoir. La voiture, une Peugeot bleue, est apparue entre les deux cèdres les plus proches. Elle a hésité, puis elle est venue se garer doucement face à moi. Dès que j'ai fait un pas, j'ai aperçu une jeune femme inconnue qui est sortie difficilement du véhicule. Elle a souri, refermé doucement la portière et dit « C'est moi, Charlotte. » J'ai hésité à m'approcher, tellement elle me paraissait étrangère, à part peut-être quelque chose dans le regard qui aurait évoqué Jeanne, sa mère, si une auréole de fatigue intense n'avait été dessinée autour des paupières d'un mauve fané, dû sans doute à une nuit de voyage ininterrompue. Cependant, dès que Charlotte a fait un pas vers moi, j'ai reconnu une démarche, non pas celle de Jeanne, mais celle de Louise, ma femme, et une bouffée de joie m'a envahie, comme si soudain elle traversait la cour en me restituant celle que j'avais cru perdre à jamais. Nous sommes restés face à face un instant, moi en observant le visage émincié, les yeux verts, très clairs, les membres frêles, la casquette à la poule-botte, posée sur la tête comme c'était la mode, sans doute là-bas, quelque part. Charlotte, ne sachant comment aborder cet homme, grand et fort, les yeux noirs, vêtu de velours qui semblait lire en elle, la connaître depuis toujours. Quand nous nous sommes embrassés, je l'ai retenu quelques secondes contre moi, comme si j'avais peur de la voir tomber, tellement je l'avais sentie fragile dans mes bras. Viens donc, ai-je dit en la précédant jusque dans la cuisine, où une fois assis, nous nous sommes retrouvés de nouveau face à face, ne sachant par où commencer. Alors je me suis levée, je suis allée chercher la soupière qui est réchauffée sur la cuisinière, puis je l'ai posée sur la table en disant « Sers-toi, je suis sûre qu'il y a longtemps que tu n'as pas mangé une vraie soupe de pain et de légumes. » C'est vrai, il y a longtemps. Nous nous sommes mis à manger en silence et Charlotte a dû comprendre que je ne me permettrais pas de l'interroger, que j'attendrais une explication, un signe, mais que s'il ne venait pas, je n'irais pas à leur rencontre. Elle mangeait tête baissée, mais elle la relevait de temps en temps vers moi, dont le regard ne trahissait pas la moindre hâte, car je possède la grande patience de ceux qui vivent parmi les arbres. C'est seulement quand je me remis debout pour aller chercher les lentilles et le petit salé que Charlotte a dit doucement à l'instant où je revenais vers la table. J'ai une maladie grave, un sarcome d'Ewing. Un quoi? Un sarcome d'Ewing. Et comme je cherchais désespérément de quoi il s'agissait, essayant seulement de ne pas trahir la moindre émotion. Une tumeur osseuse à la jambe gauche. J'ai senti qu'elle espérait un regard, un geste, mais je n'avais plus l'habitude de vivre dans la solitude envers qui que ce soit. Il me semblait aussi que je devais rester moi-même, que c'était peut-être de force et de dureté qu'elle avait besoin. Alors j'ai demandé d'une voix égale. Tu te soignes? Oui. Il n'y a pas d'autre chose à faire que de se soigner quand on est malade. C'est vrai, a murmuré Charlotte après une hésitation. Et manger aussi, ai-je ajouté avec la même insensibilité apparente. Elle a sans doute retrouvé dans ces mots la philosophie de Louise, sa grand-mère, qui l'a gavée de confitures, de miel, de tartes aux pommes, de crêpes et de beignets quand elle était enfant, et elle n'a pas pu retenir un sourire. Elle a jeté un regard vers les meubles massifs, imposants, d'un lustre chaud qu'elle reconnaissait sans doute, puisqu'ils n'avaient pas changé, que c'étaient exactement les mêmes à la même place, puis vers la cuisinière noire, énorme, le poêle également trapu, imposant.
qui tous deux sentaient le bois, et pas n'importe lequel, le chêne et le hêtre bien sec que je brûle aujourd'hui comme Louise l'a fait avant moi. Je me suis souvenu qu'elle n'était pas venue souvent à Servières, Charlotte, peut-être 2 ou 3 étés seulement, il y avait de cela plus de 20 ans. Mais j'ai deviné qu'elle retrouvait les odeurs du bois familières, secourables, les mêmes exactement, et elle en était à la fois étonnée et réconfortée après une nuit de route. Elle n'a pas pu... Non, pardon. Elle n'a pu venir à bout du petit salé que j'avais, moi, dévoré rapidement, et elle a seulement mangé les lentilles sans que j'ose lui en faire la remarque. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit, a-t-elle enfin dit. Je voudrais bien me reposer. Viens. À l'instant de se lever, elle a eu un vertige et je l'ai prise par le bras le temps nécessaire, puis je l'ai lâchée avant de la précéder vers la chambre qui avait été celle de ses vacances quand elle était enfant. Ça ira comme ça? Ai-je demandé en désignant le lit. Ça ira très bien. Je suis obligée de repartir sur les coupes. Si ça ne va pas, appelle Solange. Je t'ai mis son numéro sur la table de nuit. Elle saura où me trouver. Elle ne m'a même pas demandé qui était Solange. Elle s'est couchée tout habillée tandis que je refermais la porte. Je suis revenue machinalement dans la cuisine pour débarrasser la table, où j'ai laissé tomber une assiette qui s'est cassée dans un bruit désagréable et qui m'a fait jurer. Je n'étais pas en colère contre moi-même, mais contre l'injustice du sort qui frappait ma petite fille. Car désormais je savais, j'avais lu la gravité dans la maladie de Charlotte dans ses yeux, dans son corps, dans ses gestes, sur son visage. Et je me demandais comment on pouvait tomber si malade à moins de 30 ans. Pour moi, la maladie ne doit venir qu'avec la vieillesse. Avant, elle est inacceptable, injuste, intolérable. La simple vue de ce corps si fragile, si défait, m'avait fait entrer dans une rage qui augmentait encore. À présent, à l'idée que cette casquette que je trouvais ridicule, Charlotte l'avait gardée en s'allongeant sur le lit, dissimulait sans doute une absence de cheveux due au traitement moderne. J'avais vu ça chez un homme à Servières à son retour de l'hôpital. Comment disait-on? Chimiothérapie? Oui, c'était bien cela. J'ai répété ce mot entre mes lèvres, comme pour l'apprivoiser, mais je ne suis pas parvenue. La colère enflait en moi à m'embraser, tandis que je tentais de concilier vainement le souvenir de ma petite fille enfant avec celle d'aujourd'hui. Elle était simplement venue en vacances au cours des étés qui avaient coïncidé avec les premières années de travail de Jeanne. Ensuite, avec la réussite matérielle, les déplacements constants nécessités par son activité d'avocate en droit international, le travail avait conduit sa mère aux États-Unis et Charlotte chez son père, en vacances en Normandie, après un divorce rapide auquel Louise et moi n'avions même pas pu nous opposer car nous l'avions appris qu'après coup. Charlotte n'était revenue que pour les obsèques de sa grand-mère, mais même cette adolescente-là, je ne la reconnaissais pas aujourd'hui, et je savais pourquoi. Le mal qui s'était installé en elle était redoutable. Il l'avait changée, cruellement blessée, mise en grand péril. J'hésitais un moment de sortir. Était-il bien raisonnable de la laisser seule avec un téléphone? Puis j'ai pensé aux hommes qui m'attendaient, et tout ce bois par terre, et ce gigantesque travail dont je ne venais pas à bout depuis plus d'1 an. C'est à l'instant précis où j'ai démarré qu'une image est venue me frapper brutalement. Cette forêt violentée, déchiquetée, meurtrie jusque dans son cœur, désormais pour moi, elle aurait le visage de Charlotte. Chapitre 7. Quand je suis arrivée sur le chantier un quart d'heure plus tard, ma colère n'était pas retombée. Mes forestiers s'en sont aperçus dès que j'ai pénétré dans le Chablis, où les Douglas avaient beaucoup souffert. De surcroît, l'ordinateur de la Timberjack était tombé en panne et il fallait le reprogrammer pour une coupe en grumettes, alors que les arbres mesuraient plus de 12 mètres et qu'on avait mis plus d'une semaine avant de pouvoir ouvrir une piste vers les parcelles les plus touchées de ce pan de forêt. Une semaine d'efforts pour aucun profit, si les grumettes demeuraient au bord de la route comme tant d'autres faute de pouvoir les vendre. Pourtant, au lieu de laisser éclater ma colère, j'ai senti inexplicablement quelque chose refluer en moi, et je me suis éloignée vers l'extrémité de la haie. Là, au bout de quelques minutes, tandis que je m'enfonçais dans la friche, j'ai reconnu l'endroit où mon père m'avait emmené pour la première fois dans les coupes. C'était peu avant la guerre. Je devais avoir 8 ans. La maladie des années 30 venait juste de cesser. L'encre des châtaigniers les avait dévastés, et mon père s'était bien gardé d'en replanter. Il les avait remplacés par des épicéas dont il allait à ce jour vérifier la croissance dans une parcelle donnant accès à des pins magnifiques qu'il fallait éclaircir.
J'avais entendu de loin les coups de hache portés par l'écho familier de ces hautes terres où le son court plus facile que dans les vallées. Je n'avais jamais vu un arbre tomber. Alors, mes larmes ce jour-là surprirent mon père qui ne m'en fit pourtant pas le reproche. Les pins devaient avoir 6 mètres de haut, mais il manquait de lumière et ils se disputaient l'eau pour en avoir été plantés trop serrés, comme on a tendance à le faire trop souvent. Sous peine de les voir souffrir et de ne plus profiter, il fallait donc éclaircir la parcelle, sacrifier les fûts les moins beaux, ceux qui poussaient les moins droits, présentaient des défauts, des plaies, des branches trop basses qui détournaient inutilement la sève au printemps. C'est ce que m'a expliqué calmement mon père en séchant mes larmes, mais j'ai compris qu'il était ému de les voir, qu'il n'était pas en colère contre moi, au contraire. Il éprouvait lui-même de la souffrance face à ce sacrifice, mais il avait depuis longtemps appris à passer outre. Les coupes d'éclaircies étaient indispensables à la croissance des arbres les plus forts, les plus beaux, ceux qui donneraient le meilleur bois, se vendaient le plus cher. C'est la vie, m'avait-il dit ce jour-là. Il ne faut jamais renoncer à une éclaircie. Jamais. N'oublie pas, Bastien, la force d'un arbre réside dans la lumière et dans l'eau qu'il peut atteindre. S'il ne les trouve pas, il dépérit et il meurt. En agissant ainsi, je les protège. Tu comprends? J'avais fait un signe affirmatif de la tête, mais je n'avais pas voulu rester sur ces coupes funestes. Mon père, alors, m'avait conduit loin de cette parcelle à 2 kilomètres de là, vers une hêtraie magnifique dont les arbres devaient avoir plus de 80 ans. Il voulait ainsi me consoler de ces larmes qu'il avait tellement surpris, ébranlé peut-être, lui que rien ne semblait émouvoir. C'est sans doute depuis ce jour que j'aime les êtres, dont les fûts s'élèvent bien droit, sans branches basses, donnant à la hêtraie un aspect colonnaire de cathédrale et dont les feuillages très intenses interdisent aux autres espèces de se développer à proximité. Leur bois d'un blanc rosé, lourd, dur, devient mauve au printemps et permet la fabrication de meubles d'une grande noblesse. Je ne me suis pas privée d'en commander à l'ébéniste d'Aiglemont. Je les caresse volontiers de la main, savourant l'éclat rosé et cependant très chaud de la console qui fait face à mon bureau dans le silence étrange peuplé de mes nuits de solitude. Consolée, je l'ai été ce jour-là, par le spectacle des rares rayons de soleil pénétrant à travers des feuilles encore dans leur maturité, non dans le déclin. Ça devait être en juillet, l'école venait de cesser. D'où cette première visite dans les coupes, ce premier contact avec un monde fantastique dont je soupçonnais seulement les secrets, à l'écoute des récits de mon père, le soir autour de la table où nous l'attendions souvent jusqu'à la nuit tombée. Regardez-les bien, avait-il murmuré. Ils savent comme nous. Ils doivent mourir un jour. Mais ils ne pensent qu'à une chose, grandir, monter le plus haut possible, bien plus haut que nous ne grandirons jamais. Il avait ajouté, me prenant par l'épaule. On les croit insensibles à nos actes parce qu'ils gardent le silence. Mais en réalité, ils nous jugent. Je n'avais pas très bien compris ce qu'il voulait dire par là. Ce n'est que bien plus tard que ces mots sont revenus en moi, quand j'en ai deviné le sens caché, à savoir que les arbres sont des êtres vivants capables de colère, de rancune aussi bien que de compassion. Il suffit de savoir déchiffrer leur langage pour les comprendre, ce qui évidemment n'est pas donné à tout le monde. Il faut une grande attention, beaucoup de soin, de complicité. Il faut savoir devenir l'arbre, aimer la pluie et la lumière, murmurer dans le vent ce que personne n'a jamais dit et ne dira jamais. Il faut enfin apprendre leur immense patience, leur perception du temps, si différente de la nôtre. Une vie n'y suffit pas, ou à peine. Mais cet après-midi-là, si j'avais admiré la majesté de ces êtres qui paraissaient abriter un monde clos, deux seuls connus, ils n'en laissaient apparaître que des éclairs indéchiffrables à l'enfant que j'étais. Chapitre 8. C'est aussi cet été-là que je me suis perdue pour la première fois, après avoir fait un détour au retour d'une mission que m'avait confiée ma mère. Il s'agissait d'aller chercher des œufs dans une ferme isolée à 3 kilomètres du hameau. Le chemin qui y conduisait était sûr et bien délimité. Une sente très fréquentée qui traversait des bois de pins avant de s'incliner vers une combe et de remonter, de l'autre côté, vers des bois de châtaigniers et de bouleaux. Pourquoi, au retour, muni de mes œufs serrés dans du papier journal et bien rangés dans un panier d'osier, m'étais-je écarté du chemin principal en prenant une sente latérale sur la droite qui partait perpendiculairement à la première?
Je ne me souviens pas très bien. Peut-être un oiseau, une bête avait-il attiré mon attention, ou peut-être avais-je aperçu un arbre inconnu au détour du sentier. Je n'aurais certainement pas continué si l'allée, 500 mètres plus loin, ne s'était dirigée vers la gauche, me faisant croire que j'allais rejoindre le chemin par lequel j'étais arrivée. Mais ce n'était pas le cas. Après une courbe dans cette direction, il allait droit, me laissant cependant espérer une jonction plus loin. Je ne savais pas à quel point il était difficile de se repérer dans une forêt que l'on ne connaît pas, d'autant que la sente que j'avais empruntée en avait rencontré d'autres et que j'avais prise à gauche systématiquement, mais sans parvenir à retrouver celle que je cherchais. J'avais parcouru au moins 2 kilomètres avant de m'arrêter et de songer à faire demi-tour. Je m'étais assis quelques minutes sur une souche morte et je tentais de réfléchir, mais je découvrais à quel point est hostile la solitude en forêt inconnue et combien elle semble peuplée d'ombres menaçantes. Malgré Justine et ses frayeurs coutumières, je n'en avais jamais vraiment fait l'expérience. Je suis revenue sur mes pas, mais je n'ai pas réussi à retrouver le chemin que je n'aurais jamais dû quitter. Après une demi-heure d'effort, j'ai compris que je tournais en rond. C'est fréquent, je le sais aujourd'hui, en de telles circonstances. Et je me suis alors efforcée de continuer droit devant moi, même si cette direction me paraissait suspecte, sans succès. Quand je me suis arrêtée, enfin, il devait être 7 heures du soir, et je ne savais plus du tout où je me trouvais ni vers où je me dirigeais. On était en été, certes, mais la nuit tombe tôt en forêt, même en cette saison, à cause de l'ombre naturelle des couverts, des épaisses frondaisons qui filtrent la lumière du jour. Assis contre le tronc d'un chêne, dans le silence d'une solitude complète, il m'a semblé deviner ce que redoutait Justine. Combien la forêt pouvait être peuplée de créatures mystérieuses. Elle s'était mise à glisser autour de moi, furtivement, me frôlant, me touchant parfois, au point que j'aurais voulu disparaître, trouver refuge au cœur même de l'arbre comme le font les écureuils et les oiseaux. Je ne respirais plus, ou à peine. Tout pouvait arriver, je le savais désormais, en ces lieux que les branches des arbres animaient des mouvements étranges, des murmures de soupirs. J'avais rencontré le vrai peuple de la forêt, celui qui vit dans son ombre complice et qui n'apparaît que loin des lieux habités, se laissant seulement entrevoir, mais dont la présence devient certaine, évidente, au fond des bois où il se meut secrètement sans que l'on sache ce qu'il vous veut vraiment. Pourtant, même ce jour-là, malgré ma panique, je n'avais pas cru qu'il me souhaitait vraiment du mal ou que j'étais en danger de mort. Il témoignait de sa présence tout simplement, me montrait qu'il existait pour me faire partager quelque chose, une autre vie, un secret bien gardé, la révélation d'un monde impossible à imaginer sans lui. La fatigue et le sommeil qui étaient tombés brutalement sur moi m'avaient sauvé des bras qui menaçaient de m'emporter, de me soustraire à ceux qui m'aimaient. C'est mon père qui m'avait trouvé le lendemain matin à l'aube et m'avait ramené sans un mot dans la maison, où j'avais apaisé ma faim avec des tartines de pain de seigle et du lait. Mon père ne m'avait pas fait de reproches car il se méfiait de ses colères, de la violence qu'il pouvait l'embraser subitement, mais à partir de ce jour, la forêt n'a plus jamais été la même pour moi, et je me suis demandé si Justine n'était pas elle-même la fée Oriande de cet univers, et seule capable pour cette raison d'apercevoir tout ce qui s'y tenait secrètement caché. Une rafale de chocs secs et très violents sont venus me tirer de ma rêverie. La Timberjack, enfin reprogrammée, venait de se mettre en route et débrancher les fûts comme une araignée géante. Je suis revenue vers le monstre et j'ai appelé Étienne, mon chef d'équipe, de la main, trop près de la Timberjack. On ne s'entendait pas. J'apprécie cet homme de 40 ans que j'ai embauché à 20, au retour de son service militaire. Il est né sur le plateau, n'est pas marié, ne vit que pour et par les arbres. Maigre, brun, avec seulement les os sur la peau, il s'est approché de moi sans hâte, afin de prendre les instructions. Il faut marquer les arbres dans la parcelle du haut, ai-je dit. Prends la peinture avec toi. Je viens avec toi. Il s'agissait de choisir les arbres qui étaient restés debout pour ouvrir la piste vers les décombres de ceux qui étaient couchés. En montant, il y avait plus de dégâts vers le bas, comme d'habitude, le vent ayant soufflé plus violemment vers la crête. C'était un vrai désastre, en fait. Il n'aurait pas grand-chose à couper. 80% des Douglas étaient couchés. Nous n'avions pas besoin de nous parler pour nous comprendre. Un trait rouge horizontal pour un arbre seul, un trait vertical pour toute la rangée. Étienne les a tracés avec une bombe de peinture, puis il s'est retourné vers moi. « C'est tout ?»
En redescendant vers la coupeuse, j'ai songé brutalement à Charlotte que j'avais laissée seule à la maison, sans doute imprudemment. Une morsure s'est refermée sur mon estomac. Je rentre, ai-je dit à l'intention d'Étienne. J'ai ajouté avant de lui tourner le dos. Demain, ici à la première heure. Je me suis mise en marche avec une hâte irraisonnée vers le range qui m'attendait à l'extrémité de la piste. Chapitre 9. À mon arrivée, je n'ai pas été du tout étonnée de trouver Solange dans la cuisine. Elle n'avait pu résister à sa curiosité, était revenue plus tôt que d'habitude, mais en un sens, cette présence m'a rassurée. Elle dort, m'a-t-elle dit. Je suis allée la voir. Je n'ai pas répondu et je suis passée directement dans mon bureau. Je me suis assis en soupirant, repoussant d'une main les lettres qui me suppliaient d'intervenir dans les parcelles encore inaccessibles et que je ne pouvais satisfaire. Puis, j'ai caressé le sous-main épais, le bois lustré du bureau qui avait sous la lampe des reflets d'ambre chaud. En relevant la tête, j'ai aperçu Solange dans l'entrebâillement de la porte demeurée ouverte. Tu peux entrer. Elle s'est assise face à moi sur un des fauteuils de cuir fauve dont l'éclat m'apaise autant que celui de mon bureau. Elle est malade, cette petite, a dit Solange. Je savais, mais ne va pas t'imaginer que tu vas la soigner avec tes remèdes de sorcière. Solange a souri, n'a pas dit un mot, et son regard a erré sur la bibliothèque en chêne, dont les vitres ne laissent apparaître que des livres énigmatiques qui tous traitent des arbres et du bois. Les romans se trouvent, eux, dans le grand meuble de la salle de séjour. Il fut un temps où nous lisions beaucoup avec Louise, et ces livres me le rappellent aussi délicieusement que cruellement. C'est grave ? A demandé Solange. Je n'ai pu m'empêcher de lever sur elle un regard hostile avant de répondre. Tout est grave aujourd'hui. Puis j'ai ajouté d'un ton plus bas. C'est comme ça. Elle a hoché la tête, voulant montrer ainsi qu'elle comprenait, puis elle m'a demandé doucement. Tu ne veux pas m'en dire plus ? Non. Elle a soupiré d'un air contrarié, s'est levée en disant. Il reste de la soupe, des lentilles et du jambon. Par contre, il n'y a presque plus de fromage. J'en rachèterai demain. Une fois à la porte, elle a ajouté. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Je n'ai pas répondu davantage. Je savais que de toute façon, elle apprendrait d'elle-même ce qu'elle avait envie de savoir. Elle est, en effet, d'une patience et d'une obstination infinies. Elle parvient toujours au terme de ce qu'elle a projeté et ne se décourage jamais, et elle a besoin de se rendre indispensable. On la consulte moins aujourd'hui, mais elle a longtemps soigné les gens, enlevé le feu sur les brûlures, traité les petits maux que l'on n'a pas le temps d'aller montrer au médecin d'Aiglemont, et elle garde la conviction que sans elle, le monde s'arrêterait de tourner. Mais je l'aime bien, et je suis habituée à sa présence. En levant les yeux vers l'horloge qui égrène le temps depuis plus d'un siècle, j'ai pensé que j'étais rentrée trop tôt. En cette saison, d'ordinaire, je ne trouve la maison qu'à la nuit. Comme tous ceux du plateau qui n'ont pas de temps à perdre car les beaux jours durent peu. Dès la fin août, la température rafraîchit, et septembre traîne souvent des brumes qui apportent très vite la nuit avec elles. C'est pourquoi ici les cultures n'occupent les hommes que 3 mois par an. Mais ces 3 mois, pour mon père, ont toujours été trop longs. Il n'aimait que la forêt, s'ennuyait aux travaux des champs qu'il expédiait le plus vite possible pour s'en retourner à ses arbres. Je garde pourtant le souvenir de quelques moissons de seigle et de sarrasin, d'orge et d'avoine, surtout à l'occasion de l'arrivée de la première faucheuse moissonneuse, de couleur rouge qui m'avait paru énorme et dont le vacarme m'avait beaucoup impressionné. C'est parce qu'il n'aimait que les bois que mon père avait donné le peu de terre cultivable qu'il possédait en fermage. L'homme s'appelait Champlou. Il habitait avec sa famille une petite maison de l'autre côté de Servières, une ancienne petite grange que mon père avait fait aménager en bordure d'un champ de sarrasin. Aujourd'hui, elle est vide, tout comme la plupart des maisons du village dont les enfants vivent en ville et ne reviennent qu'aux vacances et de moins en moins souvent. À l'instar des millions de naufragés de l'exode rural, ils ont découvert les faces de la Méditerranée ou de l'Atlantique, les mirages du désert, les peaux brûlées par le soleil, les autoroutes mortelles qui y conduisent. Un bruit de pas feutrés m'a alertée ce soir-là, et je me suis levée aussitôt. Ayant gagné le couloir, je me suis arrêtée devant la porte de la chambre. J'ai écouté vainement, puis je suis passée dans la salle de séjour où, sur le canapé, à l'extrémité droite, j'ai aperçu une casquette qui dépassait de l'accoudoir. Charlotte avait quitté le lit, mais elle s'était allongée là, sa tête reposant sur un coussin de velours.
J'ai hésité à la rejoindre, puis je me suis décidée à aller m'asseoir sur un fauteuil, face à elle, tout simplement parce qu'il m'a semblé que je ne devais pas la laisser seule. J'ai bien dormi, a-t-elle dit. Tant mieux. Son visage paraissait moins tendu, plus reposé que lorsqu'elle était arrivée. Ses yeux verts semblaient plus grands, plus lumineux, et un léger sourire flottait sur ses lèvres. Je l'observais, mais je ne pouvais pas parler. J'ai perdu l'habitude. Depuis quelques années, je ne réponds qu'aux questions, et encore pas toujours. Les mots me paraissent tellement inutiles. Tellement inutiles. Mais ce soir-là, face à ma petite fille, il me semblait qu'il était de mon devoir de me rapprocher d'elle, et je m'en voulais de ne pas en être capable. C'est elle qui est venue à mon secours en disant: Tu sais pourquoi je ne quitte pas ma casquette? Oui. Ça ne te gêne pas? Non. Le silence est retombé brutalement, a duré sans que je trouve le moyen de le rompre. Charlotte a fermé les yeux et j'ai aperçu de nouveau les immenses cernes qui m'avaient tant frappé lors de son arrivée. C'est à peine si j'ai entendu la voix qui murmurait comme dans un souffle: S'il te plaît, Bastien, parle-moi. J'ai répondu, bouleversée par cette confiance, cet appel au secours auquel je ne m'entendais pas. Je ne sais plus. Et comme je m'en voulais de cette réponse qu'elle pouvait ressentir comme un abandon: Si tu me disais plutôt toi de quoi il s'agit vraiment. Charlotte a laissé passer quelques secondes, puis elle s'est redressée, a glissé ses mains sous ses jambes comme pour les réchauffer. Tu as froid? Non, a-t-elle répondu. Puis aussitôt, dans un pâle sourire: Tu veux pas venir près de moi, ce serait plus facile. Je me suis levée, je me suis assise à sa droite. Alors elle s'est approchée et m'a pris le bras tout en posant sa tête sur mon épaule. Je n'ai pas esquissé un geste, j'ai attendu, comme je sais si bien le faire. Charlotte a soupiré, puis elle a murmuré: Si la chimio et les rayons ne font pas l'effet escompté, il faudra me couper la jambe. J'ai pris que je ne devais pas lui laisser soupçonner en moi la moindre peur. Non, j'ai compris que je ne devais pas lui laisser soupçonner en moi la moindre peur, que je devais répondre très vite. Ils feront de l'effet, ai-je dit. On ne coupera pas la jambe. Elle m'a serré plus fort le bras, a demandé: Tu en es sûre? Tout à fait sûre. Mais comment est-ce possible? A-t-elle dit en s'écartant légèrement de moi, comme si je l'avais brûlée. Je le sais, ça me suffit. Comment, Bastien? Il faut me le dire. Parce que tu es ma petite fille. Et j'ai ajouté, haussant d'un ton la voix: Et que je ne le permettrai pas. Il y eut un long silence, puis Charlotte a murmuré: Merci, Bastien. Elle s'est allongée de nouveau, à moitié sur le canapé. Comme je demeurais immobile près d'elle, elle a appuyé ses pieds sur mes genoux. Est-ce que tu as mal? Ai-je demandé, alors posant enfin la seule question qui m'obsédait depuis la demi-journée. Non, plus maintenant. Et elle a ajouté: Enfin, je veux dire, plus depuis la chimio. J'ai retenu un soupir de soulagement et j'ai demandé encore, afin d'épuiser définitivement le sujet: Même en conduisant? J'ai une voiture à boîte automatique. Je n'ai pas besoin de débrayer avec ma jambe gauche. Je me suis sentie rassérénée, car j'avais gardé en moi le souvenir précis de la souffrance de Louise pendant les derniers jours de sa maladie. J'ai songé vaguement que je ne supporterais pas de voir souffrir autant ma petite fille. Cela, on peut l'accepter une fois dans sa vie, mais pas deux. Encore, Bastien, s'il te plaît, a dit Charlotte. J'avais l'impression que quelque chose m'échappait, qu'il y avait quelque part un tunnel des années durant lesquelles s'était engouffré le mal à notre insu, et que je devais essayer de comprendre ce qui s'était passé. Raconte-moi toi plutôt, depuis le début. Elle a hésité, puis elle s'est mise à parler d'une petite voix, comme si elle avait deviné la nécessité pour moi d'appréhender une vie qui m'avait été tellement étrangère, lointaine, inimaginable. Elle m'a raconté comment, lors de ses séances de chimio, elle s'était mise à rêver beaucoup, à revisiter son passé le plus lointain, l'appartement de la rue Notre-Dame-des-Champs, où elle avait vécu avec sa mère, l'école maternelle à la cour minuscule et sans le moindre arbre, ses rares séjours ici à Servières, puis ses vacances en Normandie chez son père, le lycée, les études sanctionnées par un bac avec mention, ensuite la rue d'Assas par un doctorat de droit fiscal, et dans le même temps Eck. Tout cela jusqu'à 25 ans. Enfin, la banque privée où elle était fondée de pouvoir en charge de la gestion des patrimoines. Elle m'a parlé aussi de Fabrice, son compagnon, un peu fragile, comme les hommes le sont souvent aujourd'hui, a-t-elle précisé, impuissant à l'aider comme elle l'aurait souhaité. Et ta mère? Elle est venue au moment de la chimio.
Elle est restée 3 jours, puis elle est repartie. Tu sais, aux États-Unis, les vacances, ça n'existe pas. Elle a ajouté après un soupir. Elle me téléphone souvent. Tu verras, elle appellera. Je lui ai dit que je venais ici pour me reposer. Elle s'est tue un instant, puis elle m'a demandé en riant. Sais-tu ce qui m'est arrivé au plus profond du sommeil là-bas? 32. Non. L'odeur du bois. Enfin, je veux dire, l'odeur des meubles d'ici. C'est à cause de ça que j'ai eu l'idée. Et tu sais, en venant, j'ai eu l'impression de rentrer à la maison. C'est drôle, hein? Elle s'est redressée en souriant de nouveau, comme gênée par cette confidence, puis elle m'a tendu sa main droite que j'ai prise pendant quelques secondes. Il faudra me parler de Louise, a-t-elle repris, mais aussi de toi et de ceux qui étaient là avant toi. J'ai l'impression qu'ils m'aideront. J'essaierai, mais je suis pas sûre de pouvoir y parvenir. J'en ai besoin, Bastien. Je cherche ce qui a pu se passer, à quel moment j'ai failli, pourquoi j'ai donné prise à ce mal. Pour se battre, il faut savoir contre quoi, tu comprends? Je comprends, ai-je répondu. Et comme elle demeurait silencieuse, allons manger, ai-je dit en me levant. J'ai ajouté, parvenant enfin à sourire. Nous avons tout le temps maintenant. Je vous remercie à tous d'être passés, je vous souhaite une agréable soirée, puis on se retrouve très vite pour la suite. Bisous, bisous.